Deuxième hypothèse. L'analogie ou le langage analogique pourrait se définir par ou comme un langage simplement des relations. C'est l'hypothèse de Bateson, B-A-T-E-S-O-N, qui est un auteur aussi bien intéressant. Le langage analogique, c'est un langage de relation, par opposition à quoi? Au langage conventionnel, au langage de code, qui serait quoi, lui? Qui serait, dit Bateson, qui s'en tient à des choses très simples, pour essayer de nous faire comprendre quelque chose de bien curieux, eh bien, qui serait un langage d'état de choses. Notre langage codé, notre langage digital, serait un langage propre à la désignation et à la détermination, à la traduction des états de choses. Tandis que le langage analogique servirait et exprimerait les relations. Qu'est-ce qu'il veut dire, Bateson? Il précise qu'il faut entendre par relation. C'est curieux, cette histoire. Je tire cela et j'aurai besoin, parce que vous allez voir, ça va nous ramener à la peinture par ce détour tellement bizarre. Il y a un texte célèbre de Bateson sur le langage des dauphins. Vous voyez, les poissons. Bateson, en effet, a eu dans sa vie extrêmement riche toutes sortes d'activités. Il vit encore. Il fut le mari de Margaret Mead. Vous voyez, Margaret Mead, c'est une ethnologue. Alors, il a commencé par de l'ethnologie. Mais je trouve qu'il était bien meilleur que Margaret Mead. Il a fait des études d'ethnologie très curieuses, très profondes, très importantes. Et puis, c'est vraiment une carrière à l'américaine, c'est formidable. Il a l'ethnologie, il s'est dit non. Comme si Bateson, c'est un beau cas de héros américain, là, qui ils n'arrêtent pas de s'en aller, une espèce de hippie, c'est le hippie de la philosophie. Alors, il a divorcé avec Margaret Mead, et puis il a divorcé avec les sauvages. Et il est tombé sur les schizophrènes, il ne pouvait pas faire. Et il a fait une grande théorie de la schizophrénie, qui est une des plus belles. Théorie bien connue, maintenant connue en France, sous le nom de théorie de la double impasse. Tout ça avec une logique, il est très au courant de la logique de Russell, tout ça avec une application de la théorie des types à la schizophrénie, enfin très bien. Et puis, il s'est désintéressé quand même. Bon. Alors, il s'est flanqué dans le langage des dauphins. Là, c'était encore mieux. Le schizophrène, ça lui paraissait quand même trop humain, trop monotone. Dans les dauphins, il s'est dit c'est bien. Alors, il travaille avec les dauphins. Évidemment, il a beaucoup de crédits de l'armée américaine qui s'intéresse beaucoup aux dauphins, mais les résultats de Bateson sont très comiques parce qu'ils sont proprement inutilisables par une armée. Alors ça, c'est la merveille. C'est du bon travail, ça. Et en effet, vous allez voir pourquoi j'invoque cette carrière. Là, il commence à nous dire, des choses très rudimentaires, parce que c'est vraiment le style américain, vous savez, ça part de... Ils ne connaissent pas notre développement à l'occidental, à l'européenne. Eux, ils parlent de choses extrêmement simples, d'où va sortir, nous, on déduit, Eux, ils nouent les trucs simples, ils en font une espèce de nœud vipère, là, et sort un paradoxe. Et leurs paradoxes sont toujours tellement beaux, Et puis, ils font une logique pour dénouer le paradoxe. C'est pas du tout notre fonctionnement mental. Je parle des Américains quand ils réussissent. Alors c'est pour ça qu'ils inventent tellement de concepts. Ils inventent beaucoup plus de concepts que nous, parce que nous, on a l'invention des concepts très déductifs. Eux, là, ils font leur espèce de nœud de trucs en rassemblant des choses très diverses. Alors Bateson, il met un schizophrène, un sauvage et un dauphin, puis bon, il va en sortir quelque chose.
Ça c'est de la, je crois, c'est de la très grande philosophie. Ça implique, et puis ça implique autant de rigueur que nous. Parce que le fin mot, ce sera faire la logique du paradoxe. C'est pour ça qu'ils sont fondamentalement logiciens. Ils sont à la fois ouverts à tout. C'est de la logique en plein air. Vous voyez, chez nous, c'est notre déduction en milieu fermé. Nous, on fait, c'est un peu ce que je viens de dire, on fait encore de la philosophie sur chevalet, finalement. L'histoire de la philosophie, c'est notre chevalet, tout ça, vous comprenez. Alors que c'est pas ça, enfin, les Américains, c'est pas ça. Mais enfin, c'est rare quand ils sont du niveau de Bateson. Bien, peu importe. Alors, Bateson, il dit, vous comprenez, le langage conventionnel, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui commande la partie droite du corps, vous vous rappelez. Le langage analogique, c'est l'hémisphère gauche. Qu'est-ce qu'on met d'habitude sous le nom langage analogique? Par opposition, d'abord, retrouvons un de nos points de référence, le langage conventionnel ou digital, il est fondamentalement articulé. Il est articulé. Le langage analogique, c'est donc l'hémisphère droit contre l'hémisphère gauche du cerveau. Il n'est pas articulé. C'est quoi? Alors, il n'est pas articulé. Comprenez, vraiment, là, on tourne autour de notre truc. Si on trouvait ce qu'il est, puisqu'il n'est pas articulé, si on trouvait ce qu'il est, on aurait notre définition peut-être déjà de la peinture. Bon, il n'est pas articulé, donc il est non articulé, il est fait de quoi alors? Il est fait de choses non linguistiques, même non sonores, il est fait de mouvements, de kinésie, comme on dit. Il est fait d'expression des émotions, et il est fait de données sonores inarticulées. Les souffles, les cris. Évidemment, vous comprenez, si on parlait de la musique, on trouverait un même problème, parce que le chant, c'est quoi? C'est de l'articulé ou de l'inarticulé? C'est de l'analogique ou c'est du digital? On ne sait pas ça, alors on ne se met pas la musique sur le dos. Hein. Mais donc, ce langage analogique, vous voyez, c'est en quelque sorte un langage bestial, mais on l'a. On l'a. Et Bateson seulement il est fait de données très hétérogènes. Par exemple, des poils qui se hérissent, un rictus de la bouche, un aboiement. Tout ça, c'est du langage analogique. Vous comprenez? On est déjà relativement loin. Un cri, ça ressemble à rien. C'est pas la similitude qui va définir le langage analogique. Des poils qui se hérissent, ça ressemble à quoi? C'est pas un langage de similitude. Un cri ne ressemble pas à l'horreur qui fait naître ce cri. Pas du tout. Alors, c'est pas ça. Donc, lui, il dit, qu'est-ce qui va définir le langage analogique? Il dit, c'est un langage des relations. Qu'est-ce qu'il veut dire par relation? Il ne veut pas dire n'importe quelle relation, parce que s'il disait n'importe quelle relation, il a l'air. Il y a des textes où il dit n'importe quelle relation. À ce moment-là, on retombe dans la similitude. À savoir, le langage analogique, ce serait celui qui fonctionnerait par transport de relations. Par exemple, dans un diagramme, vous avez à représenter une quantité qui est grande et une quantité relativement petite. Et vous faites deux niveaux, un niveau plus petit que l'autre. C'est de la similitude. Bon. C'est un langage de relation, en effet. Mais c'est pas ça qu'il veut dire, puisqu'on a éliminé l'hypothèse similitude. Il veut dire c'est un langage qui est censé exprimer les relations entre l'émetteur et le récepteur, entre celui qui l'émet et celui à qui il est destiné. En d'autres termes, il précise, ce langage, le langage analogique est un langage de relation, sous-entendu de relation entre l'émetteur et le destinataire. En d'autres termes, il exprime les relations avant tout de dépendance, sous toutes leurs formes possibles. Alors bon, le langage analogique exprimerait les relations, vous voyez, c'est très différent de la similitude. Il exprimerait des relations de dépendance entre un émetteur et un récepteur. Attends, une seconde, parce que si tu m'arrêtes, je suis perdu. Bon.
Il ferait ça, le langage analogique. Bon. Et là, Bateson éprouve le besoin, chaque fois qu'il a un petit acquis, il éprouve le besoin de plaisanterie, mais ce sont toujours de très bonnes plaisanteries. Il appelle ça la fonction mu. Pourquoi qu'il appelle ça la fonction mu? Parce que mu, c'est la lettre grecque qui correspond à notre M. Et il dit, vous voyez, l'exemple qu'il dit et auquel il revient tout le temps, c'est le chat. Le chat miaule le matin, miaou. La fonction mu, c'est la fonction miaou. C'est bien. Il y a tout le côté, ils sont jamais sortis de Lewis Carroll, les Anglais, les Américains. La fonction mu ou la fonction miaou, c'est quoi? Eh bien, Bateson dit, lorsque le chat miaule le matin, quand vous vous levez, il ne vous dit pas, ce miaulement du langage analogique, ne dit pas du lait, il dit dépendance, dépendance. Je dépends de toi. Avec toutes les variantes. Il y a des miaou de colère où là, c'est je dépends de toi et j'en ai marre. Bon, bon, tout ce que vous voulez. C'est un langage très riche. Mais il exprime toujours la relation entre l'émetteur et le destinataire. Avec tous les renversements que vous voulez. C'est la fonction mu. Et Bateson dit, c'est un langage où il y a beaucoup de déduction. Car, voyez la structure de ce langage, il exprime directement les fonctions mu, c'est-à-dire les fonctions de dépendance, les relations de dépendance, et on doit en déduire l'état de choses. C'est-à-dire, je dois en déduire, ah tiens, mon petit chat veut du lait. Et si c'est une bête qui parle à une autre bête en langage analogique, il y a également lieu d'en déduire quelque chose. Il y a rappel, par exemple, dans le fameux rituel des loups ou des chiens, où celui qui reconnaît son infériorité tend son cou, et à ce moment-là fait acte de dépendance vis-à-vis du chef, ou vis-à-vis de la bête plus puissante. Vous avez une relation de dépendance, quand on déduit un état de choses, ce serait l'équivalent dans le langage, je ne le ferai plus. Mais les états de choses sont fondamentalement déduits des relations de dépendance. C'est comme ça que Bateson définit le langage analogique. Comprenez? Alors, ça va être en effet très curieux cette histoire, parce que, au contraire, dans notre langage codé, notre langage digital, qu'est-ce que c'est? Bateson nous a dit c'est un langage qui porte sur les états de choses d'abord. C'est un langage essentiellement fait pour désigner des états de choses. Mais ça n'empêche pas qu'en douce, il y a toute l'analogie derrière, et ça nous fait faire un grand bond. Je voudrais que vous le rappeliez, que vous le rappeliez pour plus tard. Je crois que de toute manière, les codes baignent dans un véritable bain analogique, dans une véritable glu analogique.